Il pensait qu'il serait le dernier homme sur Terre à avoir un cancer, parce qu'il a une hygiène de vie irréprochable. Et pourtant, il a développé un cancer du côlon. Fred Evrard nous explique comment il a refusé les traitements qu'on lui proposait et comment il a commencé son chemin d'investigation pour se soigner naturellement et guérir. Ça, c'est la première vidéo que vous allez voir aujourd'hui et il y en aura une deuxième la semaine prochaine qui parlera surtout de tout ce qu'il a fait pour guérir. Je vous invite à regarder avec beaucoup d'attention cette vidéo qui, j'en suis certaine, va énormément vous intéresser. Alors surtout, n'hésitez pas à la partager aux gens qui sont autour de vous et qui peuvent développer aussi des cancers. Et puis aussi à liker cette vidéo si vous aimez et aussi à vous abonner. Voilà, je vous embrasse et je vous envoie une vague d'amour. Bonjour Fred. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté de témoigner. Et j'aimerais, si tu es d'accord, que tu puisses te présenter à nos auditeurs, à la communauté qui va nous regarder. Parce que auditeur, ça fait un peu radio. Oui, bah écoute, je m'appelle Fred Evrard. Je suis français, j'habite aux États-Unis. J'ai 50 ans et je suis professeur d'arts martiaux et écrivain. Et écrivain. D'accord, très bien, formidable. Ok, et puis donc moi je t'ai découvert sur des vidéos où tu disais, donc bien évidemment avec Guy Tenenbaum, hein, voilà, qui m'a interviewé, que j'ai interviewé aussi à propos de son cancer. Je t'ai vu aussi avec Thierry Casasnovas. Oui. Hein, voilà, et donc bien évidemment, moi, j'étais très intéressée, donc j'ai regardé tes vidéos et quand j'ai vu que tu avais guéri d'un cancer du côlon stade 3 en 4 mois, ben, j'ai eu envie de t'interviewer et tu as accepté. Avec plaisir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer euh, brièvement ce qui s'est passé? Parce que j'ai cru comprendre, hein, si j'ai bien tout compris, que c'est un cancer qui atteint les hommes de ta famille déjà. Hein, voilà, depuis 2 générations au-dessus de toi déjà, hein, ton Oui, grand-père et ton père sont décédés du cancer. oui, tout à fait. Et avant, on ne sait pas parce que mon grand-père était adopté. Donc, mais si ça se trouve, ça remonte plus loin au niveau de la généalogie, on ne sait pas. D'accord, ok, je vois, oui. Alors, du coup, toi, comment ça s'est passé pour toi? Bah écoute, plutôt mal au début. Donc, écoute, j'ai toujours eu un mode de vie relativement sain. Depuis tout petit, j'ai fait du sport, j'ai mangé correctement. Ça fait 30 ans que je mange bio, que je fais du jeûne intermittent. J'ai été végétarien pendant 10 ans. Enfin, bon, j'ai toujours essayé de faire attention le plus possible à ce que je mangeais. J'ai jamais bu d'alcool, jamais bu de café, jamais bu de soda, jamais fumé. Je mange pas de boîtes de conserve. Enfin, bon, tout ça depuis tout petit. Donc, il y a vraiment un cheminement conscient ou inconscient selon l'âge, vers la santé qui a toujours été, qui a toujours fait partie, si tu veux, de moi, probablement à travers les arts martiaux, puisque j'ai commencé les arts martiaux tout petit. Je savais qu'il y avait donc un terrain favorable au cancer et principalement au cancer du côlon par rapport à ce qui se passait dans mon histoire familiale, mais j'y ai jamais vraiment prêté attention. Ça m'a jamais fait peur. Je me suis toujours dit que de toute façon, avec l'hygiène de vie que j'avais, le dernier qui attraperait un cancer, ce serait moi. J'avais pas non plus énormément de stress. J'ai une épouse avec qui je m'entends très bien. Enfin bon, toi, professionnellement ça va bien, financièrement ça va bien. Il n'y avait pas vraiment de raison pour que ça m'arrive. Et en juin 2020, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du côlon et du rectum. J'ai commencé à avoir du sang dans les selles. Donc, habitant aux États-Unis, tu te doutes du prix de tous les examens et tout ça aux États-Unis, surtout que j'ai pas d'assurance médicale américaine. Donc, comme j'ai la Sécu en France, je retourne en France pour faire des examens. Et là, on m'apprend en septembre 2020 que j'ai un cancer du côlon colorectal de stade 3, limite stade 4. Donc, il y a des pré-métastases, mais qui sont restés dans la zone du côlon, qui ne sont pas sortis et qui n'ont pas atteint d'autres organes, mais la tumeur s'est déjà multipliée. C'est une tumeur qui fait 10 centimètres, donc elle est vraiment énorme. Elle englobe les muscles sphincters au niveau anal, elle englobe le rectum et le bas du côlon. Donc, c'est vraiment les médecins en fait me mettent face à ça.
et me disent que c'est une urgence absolue, qu'il faut tout de suite commencer la chimiothérapie, suivie d'une radiothérapie, et enfin, à l'issue de ça, si je suis toujours vivant, une chirurgie qui me laisserait handicapé à vie, puisqu'il me retirerait le rectum, l'anus, les sphincters, et j'aurais une poche à vie. Donc Oui. voilà, ça c'était le pronostic et qui a suivi le diagnostic. D'accord. Alors, comment toi, tu l'as vécu émotionnellement? Bah écoute, les 3 premiers jours, je me suis effondré. Je suis resté, donc quand je suis en France, je suis chez mes parents, je suis resté dans un lit allongé, sans manger, sans rien faire, en me disant que j'allais mourir. Trois jours complètement de frise mentale, tu vois, de gel mental. Aucune réaction, plus rien. Et, euh, et au bout de 3 jours, je me réveille et je me dis, bon, il faut se mettre un coup de pied aux fesses. Tu peux pas rester dans cet état. Et je me suis dit 3 choses. D'abord, avant ça, je me suis dit, voilà, ça fait presque 50 ans, j'avais 48 ans à l'époque, ça fait presque 50 ans que tu fais des arts martiaux. Euh, on s'entraîne toute notre vie pour un combat qui ne viendra sûrement jamais. Et là, il est là. Donc, il faut réagir. Ça fait pas autant de temps que je pratique et que je m'entraîne physiquement et mentalement pour me laisser avoir par une petite cellule cancéreuse ou une petite tumeur de 10 centimètres. Donc ça a été vraiment le moment où psychologiquement je me suis dit, OK, on peut pas, je ne peux pas rester dans cet état. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit 3 choses. La première, c'est ce cancer ne me tuera pas. J'ai jamais dit mon cancer, j'ai toujours dit ce cancer. Deux, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et trois, que la nourriture soit ta médecine. Donc j'ai suivi ces trois principes, pas au hasard, hein, pas comme un hippie qui décide tout d'un coup de plus manger ça et de manger ça, mais après bien des recherches. Donc j'ai commencé à me plonger dans la littérature scientifique et dans tout ce qui avait lien entre jeûne intermittent, nutrition pour guérir le cancer. Et là, à ma plus grande surprise, je suis tombé sur des tonnes d'études scientifiques et de publications scientifiques qui prouvent que c'est tout à fait faisable. Alors que les médecins, eux, n'en parlent pas, voire même rigolent quand tu leur en parles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un creux, il y avait une distance énorme entre la recherche qui est issue de la science de la biologie et la médecine telle qu'elle est appliquée au niveau du monde hospitalier. Et ça m'a énormément surpris parce que lorsque j'ai parlé à mes oncologues de jeûne ou de nutrition cétogène, de tout ce que je pouvais faire pour me guérir, ils m'ont dit non, non, ça sert à rien, mangez ce que vous voulez, faites-vous plaisir, on ne sait pas combien de temps vous allez rester. Je te raconterai plus tard, mais pendant les séances de chimiothérapie, on donne aux gens des cookies, des gâteaux et du coca. Alors qu'on sait très bien en biologie que la tumeur se nourrit de sucre. Donc voilà, Exactement. D'ailleurs, on peut préciser que le régime cétogène, c'est enlever tous les sucres pour les personnes qui ne le savent pas. Voilà. exactement. Mais je vais développer ça dans quelques minutes, mais c'était juste pour te donner une idée de ce creux, cette crevasse entre le monde de la biologie et le monde de la médecine. Merci de Donc dire ça. là, j'en suis à ma première semaine. Je suis en France. J'ai fait déjà pas mal de recherches et j'ai enfin le rendez-vous avec l'oncologue. Le deuxième rendez-vous, il va me proposer un protocole. Et là, il me dit, bon, bah, on commence dès demain, 2 rondes de chimiothérapie, c'est-à-dire entre 12 et 24 séances. Ensuite, de la radiothérapie sur environ 3 à 6 mois. Et pour finir, l'opération. Et je lui dis non. Je lui dis hors de question que je reste là. Ma femme est aux États-Unis, ma vie est aux États-Unis. Je veux rentrer chez moi. Et le mec me regarde comme si j'étais fou en me disant mais Monsieur Evrard, on n'a pas le temps quoi, hein. Il faut commencer tout de suite. Et bien sûr, il y a toujours le doute, hein. Il y a ce doute médicinal qui pèse sur les épaules et sur le cœur. Mais bon, j'ai résisté et je lui ai dit non, je rentre chez moi. Donc le temps d'avoir un billet, de rentrer, etc. Et à peu près une semaine plus tard, j'étais chez moi aux États-Unis. J'arrive au centre de cancérologie chez moi et ils regardent mes examens, etc. Ils me disent, bon, on va tout refaire parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être une erreur de diagnostic, on va doubler les examens. Donc, ils me refont tout, les prises de sang, l'IRM, le PET scan, etc. Et ils confirment le diagnostic, ils confirment le pronostic et ils confirment le protocole. Donc, exactement pareil, un pur copier-coller. Et là, le mec me dit pareil, il faut commencer tout de suite. Et entre-temps, j'avais amplifié mes recherches et j'avais entendu parler par un ami du fameux centre Hippocrate en Floride
qui est un centre de médecine naturelle et principalement de nutrition, où ils traitent des maladies graves. Ils font faire beaucoup de jeûnes, beaucoup de jus de légumes, les choses les plus simples possibles, avec des activités physiques adaptées à ces personnes. Donc, je dis à mon oncologue, je pars au centre Hippocrate, je vais faire un jeûne et on verra après. Pareil, le mec s'arrachait les cheveux, mais bon, au final, je suis parti. Donc, c'était comment dirais-je? Ah, je trouve pas le mot. Une séance, pas une séance, mais bon, ça durait 3 semaines. Et, Oui, et- une et cure. voilà, une cure de 3 semaines, c'est ça. Et j'ai pas l'habitude de faire les interviews en français. Et donc, j'arrive là-bas, et là, j'étais très, très faible. Il faut dire que entre le moment avant d'être diagnostiqué, où j'avais déjà le cancer, évidemment, et le moment où j'ai été diagnostiqué, les symptômes ont été multipliés par 10 le moment où j'ai su. Donc il y a un aspect psychologique qui est absolument énorme. J'avais un peu mal, je me sentais un peu faible, mais avant le diagnostic, mais bon, j'étais en parfaite santé, je faisais 70 kilos, 9% de graisse corporelle, enfin j'étais en pleine forme. Et du moment où ils m'ont dit tu as le cancer, j'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à être épuisé, je pouvais plus rien faire. Et comme quoi le traumatisme de diagnostic a vraiment un impact très très fort Oui, sur la psyché, sur la motivation et sur le fait de pouvoir s'en sortir ou pas. Alors c'est une épée à double tranchant parce que si tu le sais pas, tu fais rien et t'en meurs, mais le jour où tu le sais, de toute façon, tu es presque mort. Le jour où tu l'apprends, tu es presque mort dans ta tête. eh oui, c'est Donc ça. il faut vraiment être fort psychologiquement. Il Mm. faut, pour tous les gens qui font face à cette maladie, que ce soit des malades ou de la famille, l'aspect psychologique est primordial, hein. 50% de la guérison, c'est dans la tête. Ça, c'est sûr. Mm. Donc, je pars au centre Hippocrate et là, j'étais vraiment super faible. Je commençais déjà à perdre du poids. J'avais tellement mal au rectum que je pouvais plus marcher. Et donc, j'ai rien fait de ce qu'ils proposaient. Ça coûte quand même un bras d'y aller. Et tout ce que j'ai fait, c'est le jeûne parce que je pouvais même pas me rendre aux cuisines pour les jus de légumes et tout ce qu'ils font. Je pouvais pas me rendre aux activités. Donc, au bout de 2 semaines à jeûner dans mon lit qu'avec de l'eau, ils viennent me voir en me disant, voilà, ça sert à rien qu'on prenne ton argent. Si c'est pour jeûner, tu peux le faire chez toi. Rentre. Donc, ils m'ont remboursé la dernière semaine et je suis rentré chez moi et j'ai terminé ce jeûne euh, euh, chez moi, qui au total aura duré 21 jours. Ok. Mm. Donc, J'ai ça, fait c'est moi la. aussi un jeûne de 21 jours. Je sais ce que c'est. C'est chaud quand même. Il Ouais, faut la motivation, ça, quoi. ça fatigue. Mais bon, comme je dis souvent, hein, c'est beaucoup plus facile à faire quand tu sais que tu vas bientôt claquer que toi, si je devais faire un jeûne de 21 jours maintenant, probablement que je ne tiendrais pas les 21 jours. Il faut vraiment une motivation ou alors il faut s'être préparé psychologiquement avant. Mais c'est pas facile, hein. Ah, mais moi C'est aussi, pas c'était facile. pour guérir. Sinon, Ouais, c'est ce que je dis à mon mari, je l'aurais pas, je le ferai plus maintenant. ouais. Ouais, bah, c'est exactement pareil pour moi. Mm. Et donc, à l'issue de ces 21 jours, je suis retourné faire une IRM. Et là, on se rend compte que la tumeur a réduit de 50%. Elle est passée presque 50%. Elle est passée de 10 centimètres à 5,5. Donc, encouragé par les résultats et tout en continuant mes recherches et en lisant tout ce que je pouvais sur le cancer et la nutrition, je décide de casser mon jeûne et de continuer avec une alimentation cétogène biologique. Là, je préviens mon oncologue. Encore une fois, il me regarde comme si j'étais fou, comme si j'étais déjà mort. Mais je dois avouer que j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui se sont fait virer par leur oncologue parce qu'ils ne voulaient pas suivre le protocole normal. Et le mec a dit je ne peux plus vous suivre, au revoir, débrouillez-vous tout seul. Oui. Moi, j'ai eu une chance énorme. Le mec a continué de me suivre. Il a été vraiment sympa. Donc, j'avais des prises de sang tous les 2 mois, des IRM tous les 3 ou 4 mois, des rendez-vous avec lui réguliers. Donc, j'ai été suivi même sans écouter ce qu'il me disait. Et donc, bon, j'étais toujours en grande souffrance, hein, même après les 21 jours de jeûne. On a appris plus tard avec les IRM que la tumeur était sur un nerf. Donc, ça me faisait un mal terrible. C'était vraiment horrible, horrible. Je Ah dis oui, j'ai souvent que entendu beaucoup ce sur une échelle terme. de 1 à 10, j'étais à 9,9 24 heures sur 24. Donc, c'était très, très difficile, très douloureux. Mm. Ah oui, j'imagine. De Voilà. jour Donc, comme de nuit? pardon, oui, oui, de jour comme de nuit. Je dormais plus. Enfin, bon, c'était terrible. J'étais complètement épuisé. Je perdais de plus en plus de poids. Donc j'ai perdu un peu de poids pendant le jeûne, mais pas tant que ça finalement. Mais ensuite, ça a continué quoi, avec le cancer qui te bouffe de l'intérieur en fait, hein. Mm, bien sûr. Et donc j'ai enchaîné avec une alimentation cétogène, donc 100% sans sucre. Pas d'hydrate de carbone, c'est-à-dire pas de pain, pas de pâtes, pas de riz, bien sûr. Aucun sucre sucré, même pas de fruits. Aucun sucre.
Donc, ça a été de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, de l'huile d'olive. Voilà, en gros, c'était ça. Et je me suis rendu compte que malgré le régime cétogène, j'avais toujours des grosses douleurs et encore plus après manger. Je me suis rendu compte que les fibres ne passaient plus du tout. Donc, j'ai complètement arrêté les légumes. Et même dans les protéines, il n'y a plus qu'une chose qui passait, c'était le bœuf. Donc, je me suis nourri de bœuf pendant plusieurs semaines. Et là, j'ai découvert les vidéos de Thierry Casasnovas qui disait également que les fibres, il n'en fallait pas tant que ça finalement, et que des jus de légumes permettaient d'apporter les nutriments du légume sans en souffrir des fibres, surtout pour les gens avec des intestins irrités. Et Oui. donc, j'ai commencé les jus de légumes et c'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et donc, en gros, je me suis nourri d'entrecôte de bœuf et de jus de légumes pendant quasiment 3 mois. On va dire 2 mois et demi, parce qu'au début, j'avais pas du tout de légumes, parce qu'ils ne passaient pas et j'avais pas du tout pensé à faire des jus de légumes. D'accord, oui. Et il faut dire aussi que c'était pas n'importe quel bœuf non plus. Oui, bien sûr. Alors, je dis souvent que j'étais dans les conditions parfaites pour faire ce que j'ai fait. Euh, avec ma femme, on a développé une franchise d'écoles d'arts martiaux à travers le monde. Donc, j'ai mes équipes qui ont pris le relais, qui ont fait un travail formidable pendant que moi, je restais à la maison à me reposer. Donc, je n'avais pas à aller au boulot. Toute ma famille était derrière moi. J'ai personne qui m'a dit non, il ne faut pas faire ça, il faut aller voir le docteur, va à l'hôpital. Donc, j'étais vraiment dans de bonnes conditions et financièrement, je pouvais me permettre d'accéder à une nourriture de très haute qualité. Donc le Mhm. bœuf, c'était du bœuf biologique, élevé en plein air, nourri 100% à l'herbe, et que j'allais chercher chez le fermier d'à côté. Tu vois, le fermier qui connaît toutes ses vaches par leur prénom et qui, quand il en tue une à la fin de l'année, il a la larme à l'œil. Donc Mhm. c'était vraiment, voilà, c'était une viande qui était vraiment de très haute qualité. Et des légumes, pareil, j'allais chez le fermier et je recevais ma caisse de légumes pour faire des jus, des légumes de saison toutes les semaines. Ah oui. Donc vraiment dans de très bonnes conditions, hein, il faut le dire. Et effectivement, là, c'est les conditions idéales. Tu peux pas faire Ouais, mieux. ouais. Et je me dis souvent, hein, je me dis le pauvre gars qui a la même chose que moi, qui souffre autant que moi et qui doit aller au boulot tous les jours parce qu'il faut payer le loyer, qui a le stress de ses enfants à l'école, truc machin, qui s'engueule une fois de temps en temps avec sa femme, qui déteste son boulot. Alors lui, le pauvre, ça va être. Je dis pas Ça que c'est va. pas possible, hein, mais ça va être plus difficile. Bah oui, Il ouais, ouais. faut se mettre dans un environnement favorable, sinon c'est très très difficile, très compliqué. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Voilà, donc là, on en est, si tu veux, on en est à septembre-octobre, on en est à fin octobre, début novembre, et je souffre toujours tellement, même si la tumeur continue de réduire, je souffre, c'est pas possible. Et les cachets ne font rien, ils ont tout essayé, des antidouleurs, de la morphine, il y a rien qui marche. Donc je retourne voir mon oncologue pour lui demander est-ce qu'il y a une solution. Et là, il me propose 6 séances de chimiothérapie. Il me dit, voilà, je sais que tu ne veux pas passer par là, j'ai bien compris. Les 24, tu n'en veux pas. Mais là, je n'ai pas d'autre solution à te proposer. Et je peux te garantir qu'avec 6 séances, je ne te guérirai pas. Hein. Si on a les gens sous chimio pendant 1 an ou 2, c'est que 6 séances, ça ne suffit pas. Mais par contre, pour la douleur, ça va marcher. Donc j'ai dit, OK, j'en peux plus, j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Donc j'ai dit, Ah OK, on y oui. va. Donc, je me prépare aussi pour les séances de chimiothérapie parce que j'en connais la toxicité, et surtout la cytotoxicité. Donc, je fais toutes mes recherches et je tombe sur les recherches du professeur Walter Longo à l'Université de Californie, qui lui a fait énormément de recherches sur le jeûne et la chimio, et jeûne et cancer. Et il met ses patients sous jeûne hydrique, avec que de l'eau, les jours avant, les jours pendant et les jours après la chimio. Et ces gens-là, non seulement la chimio marche encore mieux, ils en ont besoin de beaucoup moins, mais en plus, ils n'ont aucun effet secondaire. Ils ne perdent pas de leurs cheveux, ils ne sont pas malades, ils vomissent pas, ils n'ont pas d'occlusion intestinale. Enfin bon, ça a l'air d'être la solution magique pour la chimio de faire du jeûne. Donc évidemment, qu'est-ce que je fais? Première séance de chimio, je fais un jeûne. Impeccable. Écoute, pas de vomissement, j'ai pas perdu un cheveu, tout se passe bien. Donc, ah, bon, ok, super, ça marche le jeûne. Ça a marché. Ouais. Quelques semaines plus tard arrive la deuxième séance, et là, je me dis, tiens, et si j'essayais de ne pas jeûner? Est-ce que c'est le jeûne ou est-ce que c'est mon corps? J'aime bien toujours tester sur moi. Donc, je fais un tout petit repas cétogène. Je fais vraiment attention de ne pas faire d'excès avant la chimio, et je me rends à la chimio. J'ai été malade, mais malade, tu peux pas savoir. Je crois que j'ai vomi dans toutes les pièces de la maison. J'ai eu une occlusion intestinale, j'ai failli me retrouver aux urgences. Waouh. J'ai appelé le SAMU en hurlant. Euh, Ça a été terrible, terrible. Pendant 3, 4 jours, j'ai souffert comme un chien. Et Ouais. donc ça passe. Arrive la troisième séance, évidemment, je jeûne. Là, j'imagine que tu jeûnes. Rien, pas le moindre effet secondaire.
pas de nausée, pas d'occlusion, rien, rien, comme si c'était rien passé. Et à l'issue de la troisième séance, j'avais plus mal. Donc, rendez-vous avec mon oncologue, je lui dis, j'arrête, j'ai plus de douleur, j'ai eu ce que je voulais. Et lui me dit, mais non, on continue, ça marche. Je veux dire, ça marche pas chez tout le monde, il faut être honnête. Chez toi, ton corps réagit super bien. La douleur est partie en 3 séances, je m'y attendais pas, donc on devrait continuer. Je lui dis, non, non, j'ai vraiment la sensation d'être empoisonné, quoi. Non seulement la douleur est passée, ça c'est le côté positif, mais le côté négatif, c'est que je perdais de plus en plus de poids et je sentais que mon corps, il n'en voulait pas. Donc, Oui, j'ai arrêté à la troisième séance et j'ai repris mon alimentation. d'accord. Et ça m'emmène à Noël. Et je me sentais de mieux en mieux. Et à Noël, j'avais quasiment plus de symptômes, à part que j'étais assez mince. Noël arrive et ma mère, qui est chef pâtissière, qui a été citée dans le guide Michelin, vient nous voir aux États-Unis. Entre Noël et le jour de l'an, ça a été l'orgie. Je suis complètement passé à côté de ma diète et de mes bonnes résolutions. J'ai mangé des gâteaux, j'ai mangé des pâtes, j'ai mangé des crêpes. Tout ce qu'elle faisait, j'ai tout mangé. Et psychologiquement, ça m'a fait un bien fou. Et je me C'est- sentais bien. J'ai eu aucun effet secondaire, mais psychologiquement, il y a eu une grosse peur, puisque un mois et demi après, j'avais ma prochaine IRM de contrôle. Et là, Hmm. je me suis dit, ça a regrossi, c'est sûr. Avec ce que j'ai fait, je suis certain que ça a regrossi. J'ai pas mal parce qu'il doit y encore avoir de la chimio dans mon corps, mais je le sentais mal. Donc, je me suis relancé sur un jeûne de 21 jours que je n'ai pas réussi à tenir. Donc, j'ai jeûné en semaine et je mangeais cétogène le week-end. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines. Donc, au final, ça a été 2 semaines de jeûne sur 3 semaines. Ah oui. Et là arrive je me sentais un peu plus confiant déjà, psychologiquement, ça allait mieux. Et là arrive ma prochaine IRM. Je fais mon IRM et quelques jours plus tard, l'oncologue me dit, Monsieur Évrard, c'est à ne rien comprendre, vous êtes cancer-free. Il n'y a plus du tout de traces de cancer. Là, il t'a dit, vous êtes guéri. Ouais, ouais, il m'a dit, You're cancer-free, you're disease-free. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de cancer. Ils disent jamais ça d'habitude. Non, 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 non. Il m'a pas dit vous êtes en rémission, hein. Il m'a dit il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cellules cancéreuses. C'est ça, c'est vraiment waouh. Et alors, il a cherché à comprendre comment tu avais fait? Non, donc il m'a dit qu'il était super heureux, hein. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Il m'a dit j'ai jamais vu ça de ma carrière. Il a même demandé à un de ses collègues de venir voir mes résultats. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et quand je lui ai dit est-ce que ça vous intéresse que je fasse une petite conférence à vos collègues en oncologie pour expliquer ce que j'ai fait, il m'a dit non, ça, l'hôpital n'acceptera pas. Et ils n'ont pas du tout été curieux de ce que j'ai fait. Ils n'ont pas voulu savoir. Mon Dieu, quel dommage. Ouais. Ouais. Voilà, Bah, donc du coup, j'avais pris pas mal de... J'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre, mais j'avais pris des notes pour savoir ce qui marchait pas dans mon alimentation. Et mhm. du coup, quand ils n'ont pas voulu m'entendre, à la fin, je me suis dit, bah, je vais me faire entendre autrement et Oui. je vais écrire un livre sur mon aventure avec les notes que j'avais. Voilà, donc j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle Mon système immunitaire m'a sauvé du cancer. Et c'est comme ça maintenant qu'avec mes vidéos et avec le livre, que j'explique aux gens ce qui s'est passé. Alors je dis toujours aux gens, c'est vraiment un choix personnel de faire ou de ne pas faire de chimio, de radiation, etc. Je dirais jamais à quelqu'un de ne pas en faire ou d'en faire très peu, ça c'est vraiment un choix. Par contre, la réforme de l'alimentation et de l'hygiène de vie, là, il y a pas de question à se poser, quoi. Qu'on fasse ou Oui. qu'on ne fasse pas de chimio, il faut absolument se plonger dans la recherche qui dit que il faut éliminer tous les sucres, tous les hydrates de carbone parce que la tumeur se nourrit principalement de glucose. Elle se Bien sûr. nourrit légèrement de glutamine, qui est un acide aminé qu'on retrouve dans la viande, mais c'est facile à contrebalancer avec du thé vert. Donc, si on mange de la viande, il faut boire du thé vert après le repas et la glutamine est neutralisée. Donc, si on ne mange aucun sucre et qu'on boit du thé vert, principalement le thé vert japonais matcha, qui est très anti-cancer et qui Mhm. permet de contrôler les taux de glutamine dans le sang, dans ces cas-là, ben, un régime cétogène est parfaitement adapté pour combattre le cancer. D'accord. Merci de Donc, dire ça. ce que je dis toujours aux gens, c'est que mon livre, mes vidéos, mon histoire, c'est fait pour inspirer et encourager les gens à faire leurs recherches. C'est pas fait pour faire du copier-coller. Parce que moi, je suis pas biologiste, je suis pas professeur, je suis pas docteur, je peux pas savoir si ça va marcher sur tout le monde. Ah Donc oui. j'ai des exemples, d'autres exemples de gens, dont Guy, qui ont fait quasiment la même chose que moi, et avec les mêmes protocoles de compléments alimentaires. Ça aussi, c'est une partie très importante, les compléments alimentaires du traitement métabolique du professeur Israël et du professeur Schwartz. Donc ça a aussi beaucoup aidé. Et ça a l'air de marcher en théorie sur tout le monde.
Mais voilà, après, c'est à chacun de faire ses recherches. Et c'est vraiment ça, la clé de mon message, je pense, si message il y a, c'est si vous avez une maladie, que ce soit un cancer, que ce soit un diabète, peu importe que ce soit une maladie métabolique, il faut faire des recherches. Il ne faut pas aller les yeux fermés chez le médecin, parce que beaucoup de médecins, les dernières recherches qu'ils ont lues, c'était il y a 40 ans, quand ils étaient en école de médecine. Et non seulement elles sont obsolètes, mais en plus, ils ne se sont pas mis à jour. Je ne leur jette pas la pierre, ils ont pas le temps, ils ont des pressions politiques et administratives au niveau des hôpitaux, mais aujourd'hui, la recherche a évolué et on ne devrait plus mourir du cancer. Complètement, je suis d'accord avec toi. Oui. En plus, toi, la tumeur était vraiment très avancée, Ouais. mais tu disais tout à l'heure, il faut beaucoup de motivation. Mais pour quelqu'un qui prend dès le début, en Ouais, fait, là, il va y avoir beaucoup moins de travail en plus. ouais, bien sûr, bien sûr. Une tumeur qui est en stade 1 et qui est presque une micro-tumeur, avec le jeûne de 21 jours, c'est terminé. C'est ça, À c'est mon ça. avis, attention. Complètement. Ouais. Moi, quand j'ai jeûné 21 jours, il y avait un jeune homme qui était skipper et qui avait une tumeur à la vessie. Et en fait, au bout du 15e jour, il commençait à uriner des cellules cancéreuses. Ah ouais, Ouais, incroyable. ouais, Ah, le jeûne, c'est vraiment magique quand tu vois comment le corps opère et l'autophagie, l'homéostasie, enfin toutes ces choses magiques qui arrivent lorsqu'on jeûne et qui sont, je le répète, complètement scientifiquement prouvées. C'est vraiment, on se demande pourquoi on passe aussi facilement, sans se poser de questions, par la médicamentation lourde et les opérations, alors que des fois, il suffit de laisser au corps l'opportunité de se guérir et ça marche. Alors, pas tout le temps. Il y a des fois, il faut bien sûr faire appel à la médecine moderne. Il ne faut pas être fermé d'esprit. Mais comme je dis souvent, il ne faut pas faire son hippie. Mais voilà, il y a vraiment des choses à faire avant d'utiliser l'artillerie lourde. et il est tout à fait, en fait, c'est tout à fait naturel en plus, le jeûne. Nos cellules sont programmées pour ça. Tout à fait. Donc, ça se fait vraiment très bien et on n'a pas faim en Ouais. plus. Ouais. Hein, je ne sais pas si Et tu peux confirmer ça, mais moi, ah j'ai oui, oui, jamais. oui. Après 2, 3 jours, tu n'as plus du tout faim. Non, Bon, on ne peut pas dire que exactement. tu as la super pêche, mais ça va, quoi. Hein. Oui, C'est exactement. tenable. Ouais. D'après les recherches du professeur Walter Longo, lorsque tu jeûnes et que tu fais une chimiothérapie, les cellules saines se protègent. C'est comme si elles fabriquaient une espèce d'armure et se protègent de la chimio. Donc la chimio qui normalement attaque toutes les cellules, c'est pour ça que c'est aussi toxique, là, elles vont rebondir sur les cellules saines et elles ne vont attaquer que les cellules cancéreuses. Et tout ça uniquement grâce au jeûne. C'est absolument incroyable, c'est phénoménal. C'est ça. Et puis les cellules cancéreuses, elles ont faim et donc elles vont se jeter sur la chimiothérapie Ouais, aussi. exactement. Ouais. Ah. Euh, et c'est pour ça que voilà, le jeûne est très efficace pendant une chimio, quoi. Ouais. Tout à fait. Tout à Eh fait. oui, eh oui. Ouais. Et tu nous parlais des compléments alors? Parce que moi, là, forcément, je vais avoir des questions. Mais alors, qu'est-ce qu'il a pris comme complément? Alors écoute, j'ai pas tout en tête, j'ai mis toute la liste dans mon bouquin, bien sûr, mais je vais te dire de tête ce dont je me souviens. J'ai un ami médecin en France qui est un ancien oncologue et qui maintenant s'est dirigé vers la psychiatrie et la psychologie. Il en avait marre en tant qu'oncologue qu'on lui mette des bâtons dans les roues quand il voulait utiliser des protocoles naturels. C'est un ami de Laurent Schwartz, il connaît bien le travail du professeur Israël, donc il était vraiment à jour de ses recherches et il m'a un peu pris en main avec un autre ami, médecin aussi, qui est acupuncteur et psychothérapeute. Donc, je D'accord. ne les avais pas sous la main parce qu'eux sont en France, moi j'étais aux États-Unis, mais c'est eux qui m'ont donné des conseils, encouragés. Avec le docteur Giberne, j'ai fait une psychothérapie du cancer par téléphone régulièrement aussi. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont passées grâce à ces deux médecins. Et donc, Jean-Pierre, le premier médecin, me dit, écoute, il y a des suppléments qui vont vraiment t'aider, il faut absolument que tu les prennes. Donc, bien sûr, il y avait de fortes doses de vitamine D3, avec en plus des expositions au soleil, bien sûr, pas uniquement alimentaires, des hautes doses. Alors, lui voulait que je fasse de la vitamine C par intraveineuse, mais j'en ai pas trouvé ici. J'en ai trouvé après, mais sur le coup, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris des hautes doses par voie orale, du zinc, évidemment. Donc ça, c'est pour les vitamines. Ensuite, pour les compléments à part, j'ai pris du Garcinia cambogia. J'ai pris de la mélatonine à haute dose, qui est aussi fortement anti-cancer. Et bien plus tard, en rencontrant Guy et en discutant avec lui, je me suis rendu compte que tous ces compléments étaient des inhibiteurs de Scott. Donc la fameuse étude Scott dont Guy parle tout le temps, qui dit que lorsqu'on empêche le corps
de fabriquer cette enzyme qui s'appelle SCOT, on empêche la tumeur cancéreuse, on empêche la cellule cancéreuse de fabriquer son enveloppe. Et donc, du coup, on l'attaque avant, pendant et après qu'elle fabrique son enveloppe et la tumeur se dissout au fur et à mesure qu'elle se fabrique. Et du coup, le cancer ne peut plus se développer. Et ça a été le protocole naturel que j'ai suivi au niveau des compléments alimentaires. Donc, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a de la DHA qui est un oméga 3 très puissant, issu du saumon. Il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je prenais? Euh, de l'acide lipoïque. Enfin bon, que des compléments alimentaires naturels issus de la queue de l'ananas, du noyau d'abricot, etc. Et qui ont aussi beaucoup aidé. Ah oui, ouais. Donc quoi, tout est dans la nature. C'est ce que Oui, je bien dis sûr, bien aussi sûr. dans mon Ouais, livre. 80% est à l'intérieur et les 20% restants, c'est dans la nature. Il y a pas besoin. Moi, si j'avais pas eu ces douleurs intenables, je pense que je serais pas du tout passé par la chimie. Mais comme je disais, il faut rester ouvert d'esprit. J'étais pas là pour prouver que c'était moi le plus fort et que je pouvais guérir sans chimio. J'étais là pour survivre. Donc, Mais j'ai oui, pris c'est ça, tu voulais. tout ce qui pouvait me servir. C'est clair, c'est clair. Oui. Ok. Est-ce que, euh, alors voilà, je voulais te demander aussi, qu'est-ce qui a été je regarde mes questions, parce que Vas-y, vas-y. qu'est-ce qui pour toi a été le plus dur dans ton parcours? La douleur, Je me sans suis, aucun doute. quand je t'ai posé la question, je me suis dit, à mon avis, ça va être la douleur, parce que tu as Ouais, vraiment. ouais, ça a été vraiment terrible. Il y a des jours, franchement, j'aurais pas eu ma femme à mes côtés et mon chien. Euh, Mon chien a été dressé pour être service dog. Je sais pas comment on dit en France, hein. Aux États-Unis, les service dogs, c'est des chiens qui sont dressés pour aider des malades ou des gens dans certaines situations. Ok. Et lui, il a été dressé pour m'aider. Toi, si je tombais, par exemple, je pouvais m'appuyer sur lui, il m'aidait à me relever. Il sait reconnaître les tumeurs. Donc, tout le temps où j'ai eu ma tumeur, il avait le nez collé sur ma fesse gauche et il me suivait comme ça. Et exactement où était la tumeur. Et il a fait ça avant que j'ai passé ma première IRM et qu'on sache où était la tumeur. Donc, lui, il savait exactement où elle était. Ah oui, et il t'a indiqué Ouais, déjà que tu avais un cancer. Ouais. ouais, tout à fait. Et donc, bah, s'il n'y avait pas eu eux, je me serais jeté par la fenêtre. C'était trop dur. Et Hmm. toi, même aujourd'hui, quand j'en parle, ça me prend au trip parce que bon, jamais moi qui me suis monté sur des rings, qui ai pris des pains avec les arts martiaux, avec la boxe, j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait souffrir autant dans un corps humain, quoi. C'était terrible. Donc ouais, ça a été le plus dur. Et au niveau physique et au niveau psychologique, ça a été la douleur. Hmm. Et Je tout te le temps, comprends. quoi. Donc psychologiquement, Ouais. ça te touche énormément. J'ai vécu Ça. ça moi aussi quand tu disais j'étais à 9,9 sur 10. J'ai vécu ça aussi dans mon corps. Et la seule chose qui m'a retenue ici, c'est mon mari, mes deux filles. C'est clair. Ouais, c'était Ouais, tellement bah, dur. Ma famille, quoi. Ma maman aussi. Voilà, ouais. Mais c'est clair que voilà, on se raccroche aux autres comme on peut, hein. Ouais, ouais, tout à fait. je Tout te à fait. comprends. Ouais. Mais Alors, après, une fois que la douleur est passée, après, ça a été juste un combat psychologique, en me disant tous les jours, je suis déjà guéri. Ça y est, il y a plus à s'en faire, ça y est, je suis guéri. ouais, ça c'est génial. Ouais. Est-ce que tu as cherché à savoir ce que voulait dire cette maladie sur le plan du décodage biologique? Oui, oui, bien sûr. Alors donc, j'ai fait un gros travail avec le docteur Gibert, qui est un ami de très longue date et aussi mon médecin de famille, et qui, lui, est un grand spécialiste de la psychogénéalogie, de la psychologie, de l'âme humaine. C'est vraiment, pour moi, c'est le grand spécialiste en France. Et j'ai eu de la chance que ce soit un ami. Et donc, toutes les semaines, plus si j'en avais besoin, mais en général, une fois par semaine, on avait une séance. Et on a cherché déjà dans mon passé, ensuite dans ma généalogie, ensuite au niveau psychologique. Et on s'est rendu compte que, alors oui, il y avait un terrain favorable, génétique, mais la génétique, ce n'est pas tout. Il faut aussi un déclencheur. Et pour moi, le grand déclencheur, ça a été le stress et la fatigue des glandes surrénales. Donc, pourquoi les glandes surrénales? Parce que j'étais tout le temps en décalage horaire. Hein, j'ai donc des écoles d'arts martiaux partout dans le monde et toute l'année, j'étais en déplacement. 6 mois par an à peu près, j'étais en déplacement. Donc, et puis des déplacements lourds, quoi. J'étais aux États-Unis, je partais en France, je faisais une tournée en Europe, je partais en Asie, je faisais une tournée en Asie, je repassais par la France, je revenais. Et là, je faisais la France, l'Espagne, Hmm. la Finlande. Ensuite, j'allais à Singapour, en Thaïlande, au Japon. Je revenais, je repartais. Enfin, j'étais vraiment, je m'en rendais pas compte, mais j'étais épuisé à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça a été la crise Covid. C'est arrivé exactement en même temps. Là, toutes mes écoles ont fermé. Donc, je voyais le travail de presque 20 ans qui s'écroulait. On ne savait même pas si on allait rouvrir.
Et puis, bien sûr, le choc psychologique de la découverte de ce cancer. Donc, ouais, psychologiquement, je pense que le stress a été le déclencheur principal. Oui, oui, parce que tu sécrètes du cortisol, puis ça met ton corps à rude épreuve, en fait. Tout à Ouais, fait. Tout tous à fait. tes organes sont abîmés par le Et, cortisol. et j'ai essayé aussi de chercher du côté de la psychogénéalogie et de la biogénéalogie. Donc, oui, il y a un terrain favorable dans la famille apparemment. Euh, il faut souligner qu'on a longtemps cru que le cancer était une maladie génétique. Mais en fait, pas du tout. 3% des cancers sont génétiques. Le reste, ce sont des maladies métaboliques dues à notre hygiène de vie. Donc, le médecin m'a dit, bah, pas de bol, c'est tombé sur toi. Dans les 3%, tu as le gène cancer. Donc, moi, de toute façon, j'aurais eu peu de chances d'y échapper, mais c'est certain que le stress a joué un rôle. Et donc, Oui. au niveau psychologique, j'ai essayé de chercher quel est le trait de caractère qu'il peut y avoir de commun entre moi, mon grand-père, et mon père par rapport à ce cancer. Et on n'a pas trouvé plus que ça. J'ai beaucoup de traits de caractère qui étaient en commun avec mon père, mais mon grand-père, lui, était d'un caractère complètement opposé. Et du coup, le lien n'était pas très clair au niveau psychogénéalogique, à part peut-être la, la peur de manquer. C'est quelque chose qui se transmet chez nous. Et de la peur de manquer vient le fait de manger beaucoup. Mon Ah, grand-père, il a grandi dans un orphelinat. Si tu mangeais pas dans les 10 secondes, tu n'avais rien. Et j'ai appris plus tard il cachait des réserves sous ses oreillers de choses qu'il pouvait garder ou qu'on lui envoyait éventuellement, des amis, etc. Et donc, il y a cette notion d'accumulation de la nourriture chez mon hum. père. Et mon père l'a répété en mangeant énormément. C'était un gros, gros mangeur, mon père. Que de la nourriture saine, mais gros mangeur, et moi aussi gros mangeur. Donc, il y a ce lien, si tu veux, qui s'est démarqué des autres, cette peur de manquer de nourriture et de faire de l'accumulation. Et Oui. on sait Charles, qui est aussi acupuncteur dans la médecine traditionnelle chinoise, on sait que une tumeur, c'est aussi une accumulation d'énergie, de l'énergie qui ne circule pas et qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Oui. Donc, il y a peut-être un lien au niveau psycho-énergétique de ce côté-là. C'est clair que cancer du côlon, en règle générale, ça vient parler de déshéritage, parce que c'est le côlon qui traite les matières, en fait. Les matières, c'est aussi, ça peut parler d'argent, et donc ça peut parler de déshéritage, mais aussi de merde de la vie qu'on digère pas. Hmm. Moi, j'ai mon grand-père qui a fait un cancer du côlon quand ma grand-mère est décédée, parce qu'il était persuadé qu'il partirait avant elle. Et il a trouvé ça dégueulasse qu'elle parte avant. Mhm. Ouais. En plus, elle est rentrée dans un hôpital pour se faire opérer alors qu'elle allait bien et elle en est jamais ressortie. Ouais. Et donc, en Ça fait, arrive plus souvent qu'on ne le croit. voilà. Et ça, en C'est pas fait, mal. il a vraiment pas digéré, quoi. Il a fait un cancer du côlon juste derrière. Ouais. Ouais. Où il Ah, s'en est tu pourrais sorti d'ailleurs, hein. Ouais. On a fait pas étonner. ce qu'il fallait pour qu'il s'en sorte. Il a été opéré, il n'a pas eu de chimio, il n'a rien eu, mais il voulait rien de tout ça non plus. Et il s'en est sorti très bien. Mm. Mais effectivement, ça vient parler de ça. Donc, c'est ces chocs, en fait, qui peuvent s'inscrire dans les gènes, parce qu'un choc traumatique s'inscrit dans les gènes. Sûr. Et ensuite, ben, tant que c'est pas soulevé, ça vient perdurer sur les générations suivantes. Ouais. Moi, Et- je l'ai ressenti, cet effet du stress. Euh, il n'y a pas longtemps, il y a quoi? Il y a un mois, un mois de ça, et 2 mois auparavant, j'ai eu un énorme stress. On a eu un gros pépin ici, en Caroline. On a failli rentrer en France. Enfin bon, gros, gros pépin, et ça m'a vraiment touché. Et, et tous les symptômes, pas tous, mais quelques symptômes du cancer sont revenus immédiatement. Et là, je me suis fait une grosse frayeur. Surtout que n'ayant pas d'assurance médicale ici, je ne pouvais pas faire d'examen. Tout ce que je faisais aux États-Unis, j'avais eu un sponsor en fait à l'hôpital. Ils ont des principes de sponsor pour certains malades. Donc pendant 6 mois, tout était gratuit pour moi. C'est là où j'ai fait toutes mes IRM, etc., mes prises de sang. Ah oui. Mais le sponsor étant fini, maintenant, j'ai plus d'assurance ici. Et du coup, quand j'ai eu ce pépin-là, il y a à peu près un mois, et j'ai commencé à sentir des douleurs, j'ai commencé à avoir du mucus et un tout petit peu de sang dans les selles, et je sentais certains symptômes qui revenaient. Mais par contre, je perdais pas de poids, j'étais pas fatigué, donc j'étais pas sûr. Et je me suis dit, c'est le stress, c'est en train de réactiver. Et là, j'ai vraiment essayé de faire un gros travail dessus. Je suis retourné exactement le même régime que je faisais pendant le cancer et ça va de mieux en mieux.
Mais mes amis médecins au téléphone, hein, on n'a pas fait d'examen, mais au téléphone me disent que c'est sûrement une grosse inflammation de la cicatrice tumorale. Mais il faut quand même faire attention. Donc à mon Mhm. prochain voyage en France, je referai des examens. Mais apparemment, pour l'instant, il y a plus grand-chose. J'ai plus de sang, j'ai plus de mucus. Euh, les douleurs sont presque terminées. Donc voilà, je pense pas que j'ai fait de rechute, mais c'était pas loin. Je pense que si ça avait été chronique, ce stress, et que c'était resté plusieurs semaines, plusieurs mois, je serais retombé. D'accord, oui, oui, effectivement. Bon, c'est pour ça que peut-être il faut aller chercher l'origine biologique à la base dans l'arbre généalogique Ouais, ouais. et l'enlever. C'est possible, ouais. Comme nous, notre arbre généalogique, il est coupé. C'est comme je te Ouais, dis, hein, il n'y a que 2 générations. Donc pour mais c'est pas l'instant, voilà. grave. On arrive à trouver quand même, ouais. Ah ouais. Bah Ah écoute, oui, si tu as des tuyaux, hein, je suis preneur, il n'y a pas de souci. avec grand plaisir. Je t'en parle après, avec grand D'accord. plaisir. Ouais, ouais, tout à fait.